Comment ils vont les petits loups? Ça fait un moment qu'on s'était pas vu, non? Allez, on est reparti. Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel essai à l'étranger. Je suis encore parti me balader dans des terres totalement inconnues et incongrues. J'ai été invité par Suzuki France, les amis, en Allemagne, du côté de Francfort, avec une météo qui est un petit peu chafouine, hein, mais on va faire avec ce qu'on a pour aller tester deux nouveautés, les Suzuki DRZ4 S et 4 SM. Vous le voyez que celle que j'ai en face de moi aujourd'hui, c'est la SM, hein, la version super motard et non pas sadomasochiste pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter la fistinière. Et donc du coup, eh bien cette machine, on va la détailler parce que la DRZ, c'est un petit peu une légende quand même, hein. C'est une moto qui a une grosse aura chez les amateurs de Suzuki et qui revient eh bien cette année avec des nouveautés, hein, peut-être aussi des petites surprises. On va le voir ensemble, mais sachez qu'en tout cas, eh bien, je sais pas où je vais. Oui, je remercie bien évidemment Suzuki France, excusez-moi pour cette invitation, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site internet. Aujourd'hui, la gamme Suzuki, elle est très belle, très complète. On a du roadster, de la sportive, on a du trail, on a de la GT, on a la Hayabusa, superbe moto. Non, vraiment, franchement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, visiter une concession Suzuki si vous l'avez jamais fait. C'est toujours une expérience qui vous enrichira l'âme du motard et vous fera sans aucun doute perdre quelques euros. Donc, petite DRZ4 SM, alors déjà, il faut savoir que je suis pas du tout dans mon élément. Je suis pas du tout dans mon élément parce que je ne suis pas du tout super motard. Je sais pas ma cam, je ne connais pas ce genre de machine. Donc j'aime beaucoup, ça me permet de découvrir quelque chose de vraiment nouveau, de vraiment différent. Et on va du coup passer en revue un petit peu cette moto, on va la détailler un peu sous tous ses atours pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis après, vous vous en doutez, on va aller rouler, ça va être très très cool. J'ai beaucoup de choses à vous proposer au programme. On va avoir du roulage sous la pluie, je pense, mais bon, on fera avec. On va aller faire de l'anneau de vitesse, ou un circuit en tout cas, ils nous ont réservé un truc sympa Suzuki. Et puis aussi un petit peu de drift. Est-ce que je vais apprendre à drifter? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu au programme. Donc, commençons un petit peu par détailler cette machine qui est vraiment dans le jus du super motard. On est vraiment sur une identité ultra marquée à ce niveau-là, avec cet énorme bec de canard, là, ce garde-boue avant qui est gigantesque. On retrouve bien évidemment des lignes qui sont ultra épurées et très fines, très élancées, hein, avec cette selle qui n'en finit pas. Pareil ici, hein, la poupe de la moto qui est ultra longue. On a sur cette machine là, cette version, une couleur qui est très jolie, je trouve, en blanc, avec les petites jantes bleues qui pètent bien comme il faut. Et vous le voyez, hein, c'est une bécane qui est tout en simplicité. On va pas aller chercher des trucs ultra tarabiscotés. Au niveau de l'assemblage, ça reste à mon sens quand même plutôt qualitatif, hein. On est sur un bon truc, même si effectivement, vous le verrez un peu plus tard, on parlera des considérations tarifaires de cette moto. Il y a quand même de quoi en dire. Ils ont changé quelques trucs, notamment par rapport à la DRZ400, hein, qui était le modèle précédent. On a cette nouvelle optique un petit peu cyclopéenne qui éclaire plutôt bien, hein. J'ai déjà roulé un petit peu avec la machine. C'est vrai qu'effectivement, il y a eu des moments où on voyait pas foufou. Et c'est vrai que ça éclaire très bien. Et puis, bah écoutez, après, je vous laisse admirer les lignes, je vous laisse kiffer si vous êtes amateur de super motard. Ça reste une machine qui est vraiment ultra spécifique à sa catégorie. J'ai pas grand chose à en dire. Je trouve qu'au niveau des finitions, on retrouve des trucs qui sont quand même plutôt qualitatif. On parlera de la techno un petit peu après parce que ça, je suis un peu plus chafouin sur le sujet. Mais pour le reste, eh ben, c'est une machine qui est vraiment très sympa pour celles et ceux d'entre vous qui aiment ce genre de bécane. Allez les amis, on est parti pour eh bien, un petit test dynamique de cette petite DRZ4 SM avec une météo, ma foi, qui est un petit peu chafouin. Mais on va faire avec. On va laisser partir tous les gens compétents en moto. Et nous, on suivra par la suite. Allez, ça y est, on est enfin lancé. On fait un petit coucou à la caméra, bien sûr. Et on est parti hein, pour voir un petit peu ce que donne cette petite DRZ4 SM sur la route, les amis. Donc, vous allez voir, ça va être intéressant. Ça va être très intéressant de voir un petit peu comment cette machine eh bien, se débrouille sur la route. On est quand même sur une moto qui a une cylindrée qui est relativement modeste, pour ainsi dire. Hein. C'est un moteur monocylindre de 400 cc. Du coup, bah, c'est une machine qui vraiment va s'exprimer sur les courbes et pas forcément en ligne droite, hein. On est sur une bécane qui fait 38 chevaux, 37 d'ailleurs, non 38 chevaux, ouais c'est ça, et 37 Nm de couple, donc c'est pas du tout un foudre de guerre en termes de performance. Par contre, effectivement, c'est une machine qui va vraiment être sympa pour se focaliser sur tout ce qui va être prise d'angle et compagnie, puisque on va pas trouver vraiment les sensations en ouvrant, ou tout du moins on va pas se faire ébouriffer en termes d'accélération brute. Donc c'est vraiment une machine qu'on va venir aller un petit peu
peu maltraité comme ça dans les courbes. Il y a un truc à savoir aussi, c'est que cette moto elle est dotée d'une boîte de vitesse à 5 rapports. C'est Suzuki nous ont expliqué que c'est un choix qu'ils ont fait parce que en fait si vous rajoutez des rapports, la boîte doit être plus grande, plus grosse, et donc forcément du coup les proportions de la machine en prennent un coup. Donc c'est un truc qu'ils ont décidé comme ça de faire, d'avoir une boîte 5, et ils disaient que entre la 5e et la 6e, au même régime dirons-nous, la vitesse max était la même, donc au final la machine n'est pas trop impactée, et ça évite aussi de tricoter. J'avoue que c'est pas si désagréable que ça parce que vous avez moins de rapports à passer, donc ça marche plutôt bien sur une machine comme ça qui n'a pas des chevaux en pagaille. Et ça fonctionne bien. Ce moteur il donne quoi en termes de ressenti? Je le trouve quand même assez chouette, il a une bonne petite pêche, et surtout là on est en mode A, hein, donc on a le SDMS, on a un ride by wire, donc on peut choisir les modes de conduite, et on a une réactivité qui est ma foi pas désagréable du tout sur la machine. Ça part quand même plutôt sympathiquement l'affaire, et du coup même quand on commence à taper un peu dedans, ça y va. Donc c'est vraiment un moteur qui est assez... il est plus doux que celui d'une Hypermote ou d'une 690 SMCR, hein. Ça, il n'y a vraiment aucun doute à avoir là-dessus. Mais je trouve que c'est pas désagréable du tout. Ça reste quand même assez sensationnel pour la catégorie hein, de poids, de cylindrée, etc. Mais vraiment, ouais, il est vraiment sympathique. Et puis après, parlons châssis, parce que c'est un Supermote, donc il faut vraiment parler de toute cette partie cycle qui est normalement dimensionnée pour pouvoir faire des routes de montagne et des épingles comme un chef. Donc on est sur un châssis en acier avec un bras oscillant en aluminium qui est ma foi très léger. La machine fait 154 kg tout plein fait. Ce sont des dimensions qu'on retrouve très peu sur des motos modernes, beaucoup plus bien évidemment sur des bécanes de type Supermote, mais d'ailleurs c'est un challenge sur cette machine pour pouvoir réussir à mettre toutes les parties électriques et électroniques, parce qu'on a peu de place, pour le faire. Donc forcément on se retrouve à devoir trouver un petit peu des astuces pour pouvoir justement caler un peu tous ces éléments là. Et du coup on est sur une petite ballerine, hein. C'est un jouet la moto, elle se déplace avec une facilité. Je suis très content de ne pas avoir pris cette bécane juste après la Bimota KB4 que Kawasaki France m'avait prêté, parce que vous savez quand j'avais roulé la Bimota, en fait comme c'est un châssis en platine d'alu, la machine est ultra rigide, et juste après j'ai roulé sur l'Hayabusa qui est quand même un tank, hein, 260 kg, et la moto en fait j'avais l'impression qu'elle avait un problème de train avant parce qu'elle était ultra flottante. En fait la Bimota est tellement rigide que même une machine comme la Hayabusa paraît un petit peu comme ça volage. Et je pense que si j'étais monté sur cette moto juste après, je me serais foutu au tas instantanément. Ça me rappelle la première fois que je suis monté en vélo après avoir passé mon permis de moto et avoir roulé pendant 2 ans et demi, 3 ans sans être monté sur un vélo. La première fois que je suis monté sur le vélo, je me suis cassé la gueule, et il m'a fallu longtemps pour pouvoir me réhabituer. Comme quoi c'est des habitudes aussi tout ça, on s'habitue très rapidement à certaines conditions. Et donc ouais, comme je disais, machine ultra maniable, ultra légère, très agréable à ce niveau là. La hauteur de selle elle est élevée, hein, c'est un Supermote, donc c'est une machine qui n'est pas destinée à tout le monde. Ça c'est la moindre des choses qu'on puisse dire dessus, hein. 890 mm si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc c'est une machine, si vous faites moins d'1m70, enfin je vais pas dire vous pouvez lui dire au revoir, mais ça va être quand même extrêmement compliqué, et vous allez être pointe des pieds déhanché à chaque feu. Donc c'est un truc à savoir, c'est un truc vraiment à savoir sur cette moto. Le réservoir fait 8,7 litres, donc c'est pas énorme du tout. Ça fait partie des trucs que j'ai un peu critiqué dans les reels que j'ai fait, 3 qualités, 3 défauts. J'en ai un peu parlé parce que je trouve ça un peu léger, d'autant plus que la DRZ 400 avant on avait 10 des litres. Bon, la consommation sur un 400cc est vraiment pas énorme, hein. Ça doit faire du 3,7, 3,8 litres au 100. Donc à mon avis vous allez avoir une autonomie d'environ 250 km. Donc vous allez avoir environ 250 bandes d'autonomie, ce qui est bon pour une machine de type Supermote, ça reste quand même très appréciable. Il n'y a pas de souci à ce niveau là. On est en ville là, on est en train de visiter l'Allemagne. Vous visitez l'Allemagne là avec moi, donc profitez un peu. Regardez comme c'est joli. Oh c'est joli, le petit arbre en bois, enfin ressemble à un arbre, et là c'est une école. Voilà, écoutez, il n'y a pas que la moto dans la vie, hein. Si on peut voyager en moto, c'est bien aussi. Et j'attends qu'on sorte un petit peu pour vous redonner un peu de rêve. Vous voyez, un petit peu de rêve, un petit peu de courbe. Ce matin quand on est parti, la pluie était catastrophique, mais genre vraiment catastrophique, et là ça va quand même beaucoup mieux.
donc je suis assez content. Bien évidemment, j'ai oublié de parler des suspensions. Donc sur une machine comme celle-ci, vous avez une fourche Kayaba inversée de 46 mm réglable avec une course qui est aussi longue que celle de Shane Bolt aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire que vraiment, c'est du 260 mm si je dis pas de bêtises et 270 sur la S. C'est pas des courses de machines standard. Et du coup, bah effectivement, c'est du bon matos. On absorbe bien les irrégularités de la route. On sent que la machine elle se désunit pas. La monte de pneus, c'est des Dunlop Sportsmart Q5A qui sont des pneus un peu à profil sportif. Donc je vous avoue que quand on a roulé ce matin et qu'il pleuvait, c'était pas idéal. Là maintenant que les routes commencent à sécher, on sent nettement plus le potentiel de ces pneus qui ont un très bon grip. Mais par contre, par temps de pluie, faut y aller mollo. Niveau freinage, on est sur des étriers axiaux Nissin. Donc en fait, ça freine pas mal du tout. Par contre, il y a du mordant. Sur le poids que fait cette moto, 154 kg, je suis pas sûr que ce soit un problème d'avoir un étrier axial solo. Ça l'est plus sur des machines plus lourdes, mais ça n'empêche pas quand même de signaler que la concurrence comme les 690 SMCR et Hypermote 698 mono, et ben elle propose des étriers Brembo radio et elles ne sont pas nécessairement plus lourdes, voire même il y en a certaines qui sont plus légères. Après, la puissance est plus élevée, donc techniquement les vitesses auxquelles vous roulez sont plus élevées. Bon, je dis quand même que ça n'aurait pas fait de mal d'avoir un petit étrier radial sur la machine, sur cette DRZ 4SM, mais ça marche quand même bien. Le freinage est là, il y a du mordant, franchement ça fonctionne très correctement, il n'y a pas de problème. Donc voilà, écoutez, globalement c'est très cool. Normalement, cet essai va comporter aussi une partie piste. Donc je sais pas très bien, j'ai cru comprendre que c'était un nano parce qu'on est parti au Segula Test Center, donc un centre de test de proto de voitures. Donc on a même vu des protos de nouvelles voitures qui vont sortir qu'on n'a pas pu prendre en photo, bien évidemment. On nous a interdit catégoriquement de sortir les appareils photo. Ah, ils veulent que je passe. Je passe parce que là ça fait vous savez, les journalistes maintenant ils se mettent à devenir créateurs de contenu aussi, hein. Ils font des petites vidéos, c'est rigolo. Donc moi je trouve ça bien, moi je trouve ça très bien. Voilà, il y a eu un peu pendant un temps une petite ségrégation, on va dire un petit premier contact un peu complexe, et c'est très bien que maintenant les choses deviennent un peu plus fluides et que les univers se mélangent, parce que la passion de la moto c'est ça aussi, on est tous là pour la même chose, on kiffe les bécanes. Et je pense que c'est vraiment ça qui devrait rester notre préoccupation numéro uno en toutes circonstances. Donc voilà. Je vais pas parler de la partie technologie tout de suite parce que je vais vous refaire un petit statique avant qu'on aille sur la fameuse partie drift et roulage circuit et compagnie. Donc on en reparlera. J'ai quelques points à évoquer qui me semblent un petit peu discutable, mais bon, rien de bien méchant. Et puis bah écoutez, on se retrouve pour la partie statique, la suite de cet essai dans quelques instants. Voilà. Bon, chose promise, chose due, on se retrouve du coup pour la petite section drift. Donc a priori, j'avais cru comprendre qu'il y avait circuit drift, mais non, on va juste avoir un atelier drift pour essayer d'apprendre à glisser avec la moto. Je vous avoue que je suis un peu inquiet parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, donc bon, on va essayer de pas se casser la gueule. Je vais essayer de mettre une petite GoPro de ce côté-là qui filme vers l'arrière si jamais on chope une glissadouille de la roue arrière. Et du coup, on va juste parler d'un petit truc, les amis. C'est la technologie de cette moto. Je vous avais dit, hein, j'allais plus détailler ce sujet quand on allait revenir en statique, parce que j'ai quelques trucs à dire, notamment sur l'évolution qu'a connue la DRZ 4SM par rapport aux anciennes DRZ 400, et aussi par rapport au fait que c'est peut-être un petit peu léger, enfin, à mon goût, hein, on en parlera juste après. Donc, je vais vous emmener, vous allez voir, on va regarder un petit peu ce qu'il y a là-dessus. Donc, la machine est équipée d'un petit écran LCD. Bon, c'est quelque chose qui, moi, je vous cache pas, m'embête un petit peu, surtout en 2025. Je sais que la catégorie des super motards, c'est vraiment un type de moto sur lequel on n'est pas forcément ultra attaché à la techno, mais bon, quand même, un petit écran TFT, je pense que ça aurait pas fait de mal, surtout que, voilà, à mon avis, ça aurait pas forcément coûté beaucoup plus cher. Et du coup, par contre, en termes de technologie, c'est une machine qui a un petit peu évolué, hein, avec pas mal de nouvelles assistances par rapport aux anciennes DRZ 400. Donc vous voyez que on va avoir des modes de conduite, hein, donc le SDMS, on en a 3, A, B ou C. Et puis après, en termes de contrôle de traction, on a niveau 2, niveau 1. Puis en fait, on va avoir le contrôle de traction off et on a un mode gravel, donc qui est un mode qui est vraiment destiné plutôt off-road. Donc sur une machine
comme celle-là, hein, qui est vraiment un super mode. On va pas forcément en avoir l'usage, mais par contre sur la S, là, ça va vraiment aider parce qu'en fait, ça permet de lisser, on va dire, la courbe d'intervention du contrôle de traction, d'avoir moins des pics et quelque chose d'un peu plus lisse, qui sur des conditions adverses peut quand même pas mal aider quand vous faites du off-road comme ça. Donc, je suis pas forcément ultra joie sur la partie technologie de cette machine parce que j'ai ces standards que vous connaissez, d'avoir des motos avec des écrans TFT, un petit peu plus d'assistance à droite à gauche. Pour un super mode, c'est quand même raisonnablement dans ce que fait la concurrence. Donc je vais pas non plus m'en plaindre. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter sur la machine pour aller faire le fameux atelier drift et voir si je ne meurs pas. Hein. Et puis bien après, on conclura cette vidéo en parlant du prix de la concurrence. Vous savez comment fonctionnent les essais sur la chaîne. On se retrouve dans quelques instants. Bon les amis, on commence un petit peu l'atelier là de drift. Donc il y a des trucs que je peux pas trop filmer. Donc il faut que je fasse un peu attention parce que vous savez, il y a des voitures de test à Segura. Qui du coup en fait sont secrètes et donc on nous a fait signer des papiers, donc il se peut qu'il y ait des moments où je suis en train de parler et qu'on mette d'autres images pour justement éviter d'avoir des problèmes, mais voilà, pour l'instant tout va bien. On fait des petits échauffements en mode avec des petits plots, histoire de commencer tranquille. Allez, on continue du coup un petit peu à chauffer les machines et à apprendre un petit peu plus le maniement de cette DRZ4 SM. D'autant plus que moi je n'ai jamais glissé avec une moto, vous savez, donc j'ai glissé mais c'était pas fait exprès, c'était des bandes blanches. Donc forcément, on apprend. Mais c'est très intéressant, on a eu plein de conseils de Bernd qui est un très bon coach et un ancien champion du monde de je ne sais pas quelle discipline, mais je n'ai pas retenu, mais qui a un rapport avec l'enduro et ce genre de machine un petit peu fantasque. Et du coup voilà, écoutez, on continue à travailler un peu la maniabilité de l'engin. Bon, ça y est, c'est parti, on va essayer de faire le drift. On va essayer de commencer à drifter. Donc si j'ai bien compris, on se lance en troisième à 50-60 km/h. On débraye, on passe 2 rapports en bas. Et ensuite, on relâche doucement l'embrayage et en même temps, on appuie sur le frein arrière pour sentir en fait la moto commencer à glisser. On va tester. Je pense pas que je vais y arriver la première. Non, j'ai pas réussi. On va réessayer. J'ai pas du tout compris le DEL. J'ai pas encore compris si je dois mettre plus de frein arrière ou plus d'embrayage. Vas-y, on y va. Prendre la vitesse là. Ok. Ok, bon bah c'est pas très compliqué, hein. Par contre, c'est flippant ça, mais deuxième essai. Donc on y va, on est là. En fait, il faut juste pas avoir peur de... Donc là, on est là, on relâche. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, c'est marrant, c'est rigolo. On sent l'arrière qui commence à danser. Et je vous assure que sur la route, ça fait un peu plus peur que sur... Donc on est là, 1, 2, bon je passe ma troisième. J'y vais, je suis là. Énorme, énorme, c'est énorme. Ah, c'est trop marrant les amis, je suis content de partager ça avec vous. C'est un nouveau truc, j'avais jamais fait ça de ma vie. Ah ouais. C'est incroyable, c'est incroyable. J'espère que les images vous montrent le drift en train d'arriver, parce que c'est très impressionnant. On y va. Je sais pas comment je peux la maintenir. J'aimerais la maintenir plus longtemps sans que ce soit dangereux. Donc il faut pas que je... J'imagine il faut pas que je braque trop, faut pas que je freine trop fort. Mais on va essayer là ici. On est là. Tac, tac, on passe. Ah ouais. C'est rigolo, c'est rigolo. Bon les amis, il y a une autre étape finalement au drift en fait. Il y a un autre truc à savoir. C'est comment en fait tourner le guidon pour en fait amener la moto à drifter. Donc du coup on va tester ça. Apparemment il faut, une fois qu'on sent le point de patinage de la machine, on va venir en fait tourner un peu le guidon, ce qui me fait extrêmement peur, je vais pas vous le cacher. On va essayer, hein. On va essayer. Donc on est là,
Ah, c'est compliqué, hein. J'ai du mal à me dire que je vais tourner le guidon. On va réessayer, ici. Ah si, ça va. Bon, je drifte pas du futur, mais on y va, on essaye de prendre un peu de vitesse. Là, ici, 1, 2. Pas évident. Bon, j'essaye, hein, j'essaye. Allez, on réessaye. Un peu plus compliqué. Bon les amis, je pense que je vais pas forcément en faire beaucoup plus aujourd'hui. Je voulais vous remontrer ça parce que voilà, il y avait une étape supplémentaire. Le cornering, je vais pas le faire, j'ai trop peur de me foutre en high side et vraiment de me faire mal. Donc on va se retrouver pour la conclusion de cette vidéo après avoir bien rigolé avec cette partie drift. Ouais, voilà. Un petit dernier pour la route et on se retrouve tout à l'heure. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo de test de cette DRZ4SM. Donc on a bien rigolé dans cette vidéo, il y a eu des trucs quand même assez cool. On va conclure bien évidemment avec le prix de la machine. Donc on est à 9 699 €. Je pense que s'il y a un sujet, un bémol, une interrogation qu'on peut avoir sur la DRZ, c'est vraiment ça. 9 699 € pour la proposition globale de cette machine. Je trouve ça très cher. Alors après, à se poser, là, on va discuter 2 secondes. Je ne suis pas un expert des supermotards. Vous me direz si vous trouvez que c'est quelque chose qui est justifié. Est-ce qu'il y a un élément qui m'échappe? Moi, je suis pas forcément un expert du sujet. J'ai juste un peu de mal à comprendre quand on a par exemple une GSX 8S qui n'est pas du tout dans la même catégorie, mais qui est une machine qui vaut 8 800 € et qui a 2 étriers de frein radio, qui a une fourche qui est très qualitative, un écran TFT, plus de technologie. Qu'est-ce qui peut justifier le prix sur cette moto? Est-ce que c'est parce que les suspensions sont vraiment beaucoup plus haut de gamme? Est-ce que le fait d'avoir des suspattes avec des courses très longues, ça coûte plus cher à développer? Est-ce que le châssis de la moto fait que justement on retrouve ce genre de tarif et c'est relativement compréhensible? C'est la seule chose qui, moi, me dérange sur cette machine, c'est de se dire qu'on est sur une bécane qui vaut quasiment 10 000 balles et que est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va marcher ou est-ce que Suzuki, ils ont vu leur tarif un peu trop haut et ils le baisseront par la suite? Ça, je vous avoue, il n'y a que le futur qui pourra nous le dire. On verra bien ce que ça donnera. En termes de concurrence, c'est un peu particulier l'histoire parce qu'en fait, je crois qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de supermodes dans la catégorie 400cc. Donc ça, c'est quelque chose qui joue en la faveur de cette machine parce que si vous en voulez une pile dans ce créneau-là, je pense que ça va être une des seules. Après, si vous voulez aller vous orienter sur des bécanes qui sont un peu plus grosses, vous allez trouver du matos bien évidemment puisque vous allez avoir l'indétrônable, l'indécrottable KTM SMCR 690, qui est une machine que j'avoue j'ai du mal à recommander parce que la technologie sur cette moto, c'est quand même un concept qui est relativement abstrait et absent. On n'en a quasiment pas, c'est une machine ultra dépouillée, un petit peu comme celle-ci, mais elle est plus chère. Par contre, effectivement, on a un monocylindre qui pousse assez fort, ça monte à 74 chevaux si je dis pas de bêtises, donc ça reste quand même un truc qui est pas mal du tout. Et je pense que c'est une des références pour celles et ceux d'entre vous qui kiffent les petites SM, eh bien c'est très bien. La deuxième qu'on peut citer dans cette catégorie, les amis, c'est la Ducati Hypermotard 698 Mono. Une machine qui a un petit peu bousculé son segment, j'ai l'impression, parce que autant ça vaut cher et autant un écran LCD sur une bécane à 13 000 €, ça me fait un peu mal, autant on a a priori le monocylindre le plus puissant qui existe dans l'industrie, donc qui peut monter jusqu'à 85 bourrins, je crois, avec les équipements qui vont bien. On a du très bon matos avec de la suspatte ultra haut de gamme, avec du freinage Brembo, donc c'est autant de choses qui marchent excessivement bien. Par contre, c'est un billet, 13 000 € et même 14 000 en version RVE. À vous de voir si c'est vraiment un truc qui vous fait kiffer ou pas. Voilà, après vous allez avoir la possibilité de vous orienter sur des bécanes type Gaz, SM700, etc. C'est des machines que je connais quand même beaucoup moins, donc je vais pas m'amuser à vous les donner en comparaison. Ça reste de toute façon des bases KTM SMCR 690, donc vous êtes à peu près sur le même truc. Je pense que ce qui va vraiment jouer, ça va être un petit peu la gueule, l'affiliation, un petit peu à la marque, si on est loyal ou pas, qu'on aime telle ou telle marque. Mais sinon, je pense que globalement, vous vous y retrouvez. Conclusion et morale de l'histoire. Cette DRZ4SM, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est une machine qui est ultra fun, elle est vraiment très sympathique. C'est une moto qui est, je pense aussi très adaptée pour ceux qui veulent découvrir l'univers supermotard sans avoir des machines qui sortent trop de patates. Suzuki ont fait des belles mises à jour dessus en ce qui concerne l'électronique, l'équipement, etc. pour en faire un truc qui est quand même beaucoup plus moderne, beaucoup plus dans l'air du temps. La vraie interrogation, la vraie inconnue, c'est
le prix. Est-ce que vraiment ce prix va justifier l'achat de la machine? Il n'y a que vous qui pourrez le décider si la moto vous parle ou pas. Mais en tout cas, moi j'ai passé un très bon moment avec elle et je remercie Suzuki France de m'avoir invité. C'était super cool et vous allez avoir la vidéo de la DRZ4S version off-road qui va arriver aussi bientôt. Ça, à mon avis, ça va être une autre histoire parce que je vais me retrouver avec de la boue sur la gueule et à mon avis, vous allez rigoler, mais pas moi. Cette vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Le petit like et le commentaire aident à référencer. Et puis si vous souhaitez élever un petit peu votre soutien, vous avez les membres Roadsters qui vous permettent d'avoir accès à certaines vidéos en avant-première, donc c'est un vrai soutien pour la chaîne. Voilà, je vais rentrer bientôt et les contenus vont pas s'arrêter parce qu'au programme va y avoir de la Bimota KB4, va y avoir de la BMW R1300 RT si elle n'est pas déjà sortie. L'été va être chaud sur cette chaîne. L'été va être très chaud, donc restez bien connectés et attentifs. Il y a du lourd qui arrive. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!